venez monter, c'est confortable. Allez, let's go! Messieurs, dames, la vidéo que vous allez visionner est l'une des premières qui a été tournée pour lancer Chococar. Il est donc fort probable que vous notiez que le son est de moins bonne qualité que les vidéos précédentes que vous avez vues et que les prochaines que vous verrez. La raison est simple, j'ai voulu improviser un micro-cravate avec un machin que j'avais, je me le suis vraiment scotché sur le t-shirt, je l'ai tenu à la main tout le long, le résultat était pas ouf. Vas-y, coupe. Donc je compte sur vous pour être indulgent, passez une belle vidéo. Bon, comment ça va? Depuis la semaine dernière. Voiture de prêt par notre grand ami Michel. Michel qui a beaucoup de voitures que vous allez beaucoup voir, et notamment beaucoup d'américaines. Et ça tombe bien parce que ici on est passionné d'américaines et de toute autre voiture et de tout ce qui roule. Et on est là pour passer un bon moment. Ah, les États-Unis, symbole de consommation modérée et de modestie. Only America first! Un pays qui ne jurait que par les moteurs de plus de 4 litres de cylindre. Mais avant tout un pays heurté par le choc pétrolier qui l'a fait sortir brutalement de son idylle avec les muscle cars. En 1976, on retrouve une industrie automobile américaine plus sage, bridée par des normes anti-pollution, qui l'eût cru, qui se voit obligée de réduire ses émissions et de se fixer de nouveaux objectifs. Il est donc venu le temps pour Cadillac et General Motors de défendre son propre marché. Pourquoi pas dans un même temps attaquer celui des Européens, et le tout en lançant la Cadillac CVI. C'est une voiture que je trouvais pas forcément belle au début. Vous allez voir, celle-ci est clairement dans son jus, il y a plein de choses à faire dessus, mais je trouve qu'elle a quand même son charme. Alors la couleur, je suis pas fan, c'est une voiture qui a été vendue neuve en France. Je ne sais pas si c'est sa couleur d'origine, je le pense. Il faut savoir qu'en France, les voitures américaines, déjà quand on en achetait, c'était assez extravagant, on n'était pas très bien vu. Alors autant pas forcément les prendre rose, bleu pétant ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on a des couleurs sur toutes les caisses américaines vendues en France plutôt ternes. La Barracuda que j'ai, elle n'était pas bleue à l'origine, elle était complètement grise. Et c'est souvent le cas. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Un magnifique intérieur dans son jus, encore une fois. L'arrière est en très bel état. Enfin, très bel état. On se comprend, mais c'est vraiment bien pour une caisse qui est dans son jus. Magnifique intérieur crème. Bon, c'est de l'américain, donc c'est du cheap. Ça vaut ce que ça vaut. Sur cette caisse toit vinyle, vitre électrique, on retrouve, si je ne me trompe pas, une ouverture du coffre dans la boîte à gants. Est-ce que ça a marché? Sinon, ça marche pas. Je suis mort. Bon, là c'est le coffre. En l'occurrence, ça marche pas. On va l'ouvrir à la clé. Pourquoi le coffre a un bouton? Parce que GM s'est chauffé dans ces années-là. Alors hop, c'est derrière le logo Cadillac forcément. Et en fait on a un petit loquet qui monte, c'est du soft close, alors ça prend son temps mais ça y est. Si on ferme le coffre après derrière, il se ferme tout seul. Et ça bien avant Audi. Et oui les Américains. Des joints à refaire, c'est une chose. Si vous avez des morceaux à mettre dans la soupe, allez-y, c'est gratuit. Alors tout ne fonctionne pas. Vous en doutez. Les vitres, le blocage des vitres pour pas que les autres puissent ouvrir et puis s'asphyxier à l'intérieur. Des sièges électriques. Le réglage du rétroviseur de ce côté-là, le réglage du rétroviseur de l'autre côté. Les essuie-glaces ici, la climatisation fonctionnelle. Déchargée je pense, mais fonctionnelle, c'est important de le dire. Et le régulateur de vitesse, j'ai compris comment il fonctionnait, vous allez le voir quand on ira faire un tour. Et cette voiture est livrée avec un impact sur le pare-brise. Attention. Ah, ça a chauffé là avec mes conneries. V8, 5 litres 7, Oldsmobile. Le moteur est pas mal étouffé avec toutes les normes, etc. Mais ça se déplace quand même plutôt bien. Vitrine technologique et vecteur d'innovation, la CVI première génération est la réponse aux ventes exponentielles de Mercedes et BMW chez l'oncle Sam. Cadillac choisit de renverser complètement sa démarche commerciale et conçoit un véhicule plus petit que le reste de sa gamme, mais aussi plus cher que celle-ci. C'est plutôt surprenant quand on regarde aujourd'hui, parce que selon les CVI, il y en a qui peuvent s'échanger contre 3 clopes et une 8.6. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est le véhicule le plus cher de la gamme General Motors. Ça se traîne un peu, mais à chaque problème, sa solution. Alors voilà. Je vous ai dit que ça marchait pas très bien. Et ben voilà, là j'ai pris 100 chevaux là. Par contre, je laisse me la poser. Quelle est la question que tout le monde pose concernant les voitures américaines? Mais Elliot, combien ça consomme? Voilà, on l'attendait.
Grosse particularité sur ces caisses-là, c'est qu'en général, l'essence est ici. J'ai déjà vu des gens la chercher très longtemps. Autre particularité sur cette caisse-là, c'est que c'est un bouchon aftermarket là, tient plus. Donc en fait, la consommation de cette voiture, au lieu d'être de l'ordre de 15 litres, elle est plus proche des 30 litres et quelques, parce qu'on en perd la moitié dès qu'on fait un virage. Alors oui, aujourd'hui, c'est pas des voitures qu'on peut appeler économiques. À l'époque, et en comparaison de tout ce qui se faisait dans le monde entier, ça l'était relativement quand même. C'est donné pour 15 litres au 100. Un V8 de 5 litres 7, c'est possible de descendre. Forcément, en consommation mixte, etc., c'est pas le meilleur. Faut pas faire du drift, quoi. C'est pas... Non. Ah bah oui, en parlant de drift, c'est une propulsion. Qui dit propulsion dit que... Sachant que tout ça, et que les voitures américaines ça consomme, et nana, les voitures américaines, station, machin, j'ai décidé de prendre les devants et de trouver du pétrole. J'ai pas confiance en ta... Ah! Et ça là, c'est du fait maison. Oui, les conneries. Il va être temps d'aller faire un tour. Non, on va enlever ça là. On est con mais pas trop. C'est parti. A tout de suite sur la route. Alors. En toute objectivité, c'est pas quelque chose qui est désagréable à conduire. Petits accoudoirs qui sont là, qui sont bien pratiques. Après, on a du faux bois partout. On a des trucs qui vieillissent plus ou moins bien selon l'usage qu'on en a. On a un volet avec le cendrier, l'allume-cigare, un thermomètre fonctionnel. Bon, le volet ne tient plus, faut pas trop lui en demander non plus. Là, on a une horloge. Alors, à savoir que les horloges sur les américaines, ça ne marche jamais. La seule voiture où j'ai vu une horloge fonctionner, c'est une voiture où il n'y a que l'horloge qui fonctionne. Voilà, c'est soit l'horloge, soit le reste. Au niveau du kilométrage, on est à 38 000 miles au kilomètre, je ne sais pas. C'est une voiture qui a été vendue neuve en France, ça c'est clair et net. Je pense qu'elle a déjà fait un tour ou deux de compteur de toute façon. Donc on retrouve vraiment le côté sofa en salon. C'est l'une des voitures les plus faciles et les plus agréables que j'ai conduites. Bien que c'est pas ma voiture préférée, loin de là. On a beaucoup de boutons, la radio qui est là, AM, FM qui fonctionne toujours tout à fait. Le bouton pour lever l'antenne, antenne qui est ici dehors, mais qui n'est absolument plus là, enfin qui ne fonctionne plus. Les chiffrages arrière ici, bon, les vitesses etc qui vont être ici. Le truc là on a une lumière rouge orange, je sais pas si vous allez la voir. Elle s'allume dès que j'accélère un peu plus que normalement. C'est peut-être un indice de consommation tout simplement. On a un cruise control qu'on va essayer après, même si j'ai moyen confiance. Le toit en tissu qui a plutôt bien vieilli parce que ça ne serait pas attendu. J'ai une très grande nouvelle, j'ai trouvé comment fonctionne le cruise control. Là, j'ai mon petit levier. En gros, je peux le bouger pour les clignotants, bon ça juste ici, ça vous perd pas trop. Et j'ai un bouton avec marqué dessus Auto Resume, Accel, l'accélération, et Cruise Set. Donc ça veut dire que pour le mettre en place, c'est bon. Après, sur le cruise control, j'ai toujours Cruise et Auto. Je sais pas à quoi correspond quoi. En Cruise, si j'appuie, il se passe rien. Par contre, si je passe en Auto et que j'appuie, là, je l'ai. D'ailleurs, elle met des petits à-coups, c'est marrant. Pas très précis, donc elle freine un peu, enfin elle se laisse ralentir et hop, elle met un petit à-coup. Je pense qu'à plus haute vitesse, c'est plus intéressant. Du coup, je pense que là, en termes d'éco-responsabilité, c'est pas le truc le plus incroyable de la planète. Parce que ça fait... Profite, on arrive à un rond-point, on va faire un petit point de tenue de route. Comment vous dire que j'aime vraiment beaucoup les américaines, c'est très confortable, mais le versant de ça, c'est que... Bah là, on glisse tous vers le côté droit. Ça sent pas avec les affaires. Bon. Après, c'est dû à plusieurs choses. Et ça, vous m'entendrez sûrement le répéter dans plusieurs vidéos et peut-être que je l'ai déjà dit. C'est dû au fait que d'une, c'est ces suspensions très molles de base, d'une chose. La seconde est qu'en général, c'est des éléments qui sont assez vieux maintenant. Les gens ne les changent pas forcément. Donc ça s'assouplit avec le temps. Et forcément, c'est plus mou. Mais c'est quand même incroyable de se dire qu'un tel confort était permis en 1976. La Séville première génération, c'est 4 freins à disque, un bon point pour les Américains qui avaient tendance à oublier que le freinage c'était important, un amortissement réglable en fonction de la charge, un train avant à suspension indépendante, leur dites pas qu'ils étaient en retard, ça va les vexer, des lames de suspension avec un effort de réduction de bruit et de vibration. Ils ont inséré des lames entre chaque lame, et ça que j'ai compris, c'est pareil qu'avant, mais c'est un peu mieux. Toujours dans un effort de renforcer le confort et de réduire les vibrations, ils se vantent que le berceau avant n'est fixé que par seulement 6 vis au reste du châssis. J'ai pas souvenir que dans mes voitures ça soit plus ou moins, j'irai vérifier. Ça va être facile parce que pour la prime, le berceau est par terre, donc 1, 2, 3, 4 prises, donc pas 6. Je dis des conneries. Mais avec tout ça, je suis bien obligé de constater que le pari est réussi. À tout de suite. Oh là 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 là, le petit. Ça, c'est l'avantage du capteur. Ça là, moi. Là, comme ça. Je dis que le
quoi de mieux pour présenter une voiture que de présenter l'autre que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. Et il y a des éléments de comparaison. C'est pour ça que sortir les deux. Il y a pas mal d'éléments de comparaison, donc on va voir ça ensemble. Ça, la Buick, la 72, c'est vraiment les dernières années où on cherchait à faire des modèles qui se démarquaient chaque année. 5,7 litres. Alors déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a moins de place, beaucoup plus de trucs autour du moteur. Là, on a le moteur qui est beaucoup plus visible, alors là, il me manque le compresseur de clim. Mais moi, c'est un 5,7 litres Buick. Et Buick, la tête d'allumage, elle est toujours à l'avant. Sur une même puissance donnée, on est sur 180 chevaux sur les deux voitures, mais un comportement radicalement différent, surtout que j'ai fait 2-3 modifs sur la mienne. C'est à peu près la même gamme de caisses, si on peut dire. La mienne a moins d'options, c'est une Buick, c'était moins optionné dès le début. Mais c'est des caisses qui se voulaient roulables tous les jours pour les grands trajets, tranquillement, confortables, silencieuses. Et c'est exactement ce qu'est cette voiture-là aujourd'hui, même si elle n'est pas dans le meilleur des états. Et quoi de mieux pour voir que c'est très agréable à rouler que de la faire essayer à d'autres gens qui n'ont pas forcément, d'une, l'habitude de conduire beaucoup de voitures, de deux, de conduire des voitures comme ça. Bon Chloé, ton parcours automobile, ça dit quoi? T'as déjà conduit une voiture comme ça? Pas du tout? Jamais. Tu te sens bien ou pas? Donc c'est très simple, regarde, mets ton pied sur le frein. Tu tournes jusqu'à ce que ça démarre et tu lâches. Ok, là c'est bon. Tu lâches le frein et ça va rouler tout seul. Donc voilà, c'est intéressant de montrer que c'est des voitures qui se conduisent quand même assez facilement, qui ont vraiment une aisance de conduite. C'est-à-dire que c'est gros, certes c'est volumineux, on a la direction assistée, on a tout ça, et c'est vraiment quelque chose de sympathique. Vas-y, tout droit, là-bas. Hop, parfait! Pour conclure avec cette série, je dirais que je suis agréablement surpris, surtout quand on tient compte de l'état actuel de celle que j'ai essayée. Et franchement, il me fait très envie d'en essayer une en très bon état et d'en faire une vidéo, parce que je pense que quand vous mixez air climatisé, direction assistée, un régulateur qui dans l'idéal veut pas vous tuer, une consommation plutôt mesurée et le confort d'un canapé, pourquoi pas l'adopter?